l'animateur et l'invité. Hein, je vais échanger avec moi-même, puisque c'est une émission en direct et qu'il faut improviser. Alors je reviens à l'article du Huffington Post, élection en Algérie, qui dirige vraiment le pays. Donc je me permets de répondre à ma propre question, à la question du journal. En effet, beaucoup d'Algériens se posent la question, c'est devenu tellement confus, tellement trouble, qu'une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Dans les années 90, le système était assez simple, assez carré. Il y avait une douzaine, jusqu'à une quinzaine de généraux qui étaient dans le noyau central du régime. Il n'y avait pas autant d'argent qu'aujourd'hui. Donc, une fois qu'ils avaient interrompu le processus électoral, privé le fils de la victoire que lui avait donnée le peuple, ils se sont mis donc à réprimer toute forme de contestation possible avec une brutalité inouïe. Puis comme ils voyaient que la population ne penchait pas de leur côté, la majorité de la population, hormis ces éradicateurs qui appelaient à interrompre le processus électoral, ces généraux donc ont appris à gérer la violence, à créer la violence, à créer le terrorisme pour pouvoir justifier leur présence en qualité de sauveurs de la République. Et ils sont devenus tellement puissants qu'ils se sont crus permis de se permettre n'importe quoi. Ils se sont mis donc à tuer de la main droite pendant que de la main gauche ils pillaient le pays. Ils sont devenus tous riches comme Crésus. Depuis l'arrivée de Bouteflika, depuis ces 3 mandats successifs, avec la flambée des prix du pétrole, les donnes ont changé et ces généraux ont compris, eux qui gèrent la violence comme ils veulent, hein, qui la font flamber quand ils ont besoin qu'elle flambe et qui l'atténuent quand ils ont besoin qu'elle s'apaise. Donc ces généraux ont décidé de calmer la violence. Et on dit c'est Bouteflika qui a ramené la paix. Ce n'est pas vrai. Ce sont les généraux qui, une fois qu'ils ont compris qu'avec tant d'argent, ils avaient besoin de ramener la paix pour pouvoir prospérer encore plus. Ils se sont un peu inspirés de cette sentence juive, de la sagesse juive, qui dit il faut vendre au son du canon et acheter, il faut acheter au son du canon, quand les gens sont inquiets, qui vendent leurs biens, qui ne cherchent qu'à fuir, et acheter au son du violent. Quand la paix revient, c'est le moment d'acheter, de vendre ce qu'on a acheté à bas prix. Et donc, ils ont décidé de ramener la paix, et du jour au lendemain, comme le coup de sifflet de l'arbitre, la violence s'est calmée d'un coup. Et c'est là où on comprend que ceux qui dirigeaient la violence et qui l'activaient et qui y étaient en plein cœur, étaient ces généraux même qui étaient censés combattre le terrorisme. Et que même les émirs qui étaient dans les djihad par exemple, qui combattaient le djihad, etc., étaient leurs propres agents. Certains des agents rémunérés, volontaires, bénévoles, tout ce qu'on voudra, des mercenaires, et d'autres à leur propre insu. Ils pensaient naïvement qu'ils menaient le djihad pour l'islam, pour instaurer une république théocratique en Algérie, et ils ne savaient pas, comme je l'ai dit une dernière fois, que la fatwa qu'ils serrent contre leur cœur a été écrite dans un bureau du DRS de Ben Aknoun par des imams marrants, par des prédicateurs de service. Et donc, depuis que Bouteflika est arrivé au pouvoir, quand il était en pleine possession de tous ses moyens, il s'est servi de cette manne pétrolière et de la caisse noire que lui avait créée Chakib Khalil, des milliards de dollars, non seulement pour acheter tous les généraux, pour les mettre dans la petite poche, mais aussi de créer beaucoup de généraux pour noyer dans la masse, cette petite clique de 12 ou 15 généraux. Et c'est ainsi qu'il a créé près de 300, qu'il a nommé
près de 300 généraux. Dans la masse, plus personne n'a reconnu ses repères et Bouteflika est devenu naturellement l'homme le plus puissant, puisque c'était lui qui servait en même temps la rente, et que c'était lui qui en même temps nommait les généraux, mais que c'était lui aussi qui dégommait ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et c'est ainsi qu'il a mis à la retraite des gens, dont celui même qu'il avait ramené, le général Belkhir, celui qu'il avait imposé aux généraux. Il l'a humilié en le nommant ambassadeur au Maroc, après qu'il ait été son directeur de cabinet, puis il l'a zappé comme un Kleenex. Il l'a jeté à la poubelle, il l'a jeté à la corbeille. Et donc, Bouteflika est devenu très puissant. Mais en 2005, j'espère que je joue bien le rôle de l'invité qui explique. Hein. Je réponds donc à ma question et j'espère que mes invités me reviendront bientôt pour me venir en aide. Mais bon, donc en 2005, ce que personne n'a dit, ou presque, c'est que Bouteflika n'a pas seulement eu un cancer gastrique. Il l'avait déjà. C'était un peu compliqué à l'époque. En 2005, il a eu son premier AVC, dont personne n'a parlé. Et cet AVC l'a particulièrement diminué. Depuis 2005, on s'en rappelle d'ailleurs, depuis le début de son deuxième mandat, on le voyait très peu, parce qu'il avait de rares moments de lucidité dans la journée, et il était très fatigué. Mais il pouvait quand même s'exprimer, se déplacer, parfois faire un petit discours, de petites apparitions, recevoir des lettres de créance, d'accréditation, pardon, des ambassadeurs. Et c'est à ce moment-là que Saïd Bouteflika, son frère, a pris le devant de la scène tout en restant parfaitement invisible. Et c'est à ce moment-là que Saïd Bouteflika est devenu le véritable homme fort du régime. Il a su s'entourer d'une double ceinture, de deux cercles concentriques. L'un qui était constitué des généraux du haut commandement, de tous les généraux importants du régime, de l'armée et du DRS. Et il les a récompensés comme il se devait. Il n'a pas été avare de l'argent du peuple pour ceux qui les concernaient. Et dans le même temps, il a créé un second cercle concentrique, un peu périphérique, d'hommes d'affaires qui brassaient des milliards de dollars, qui étaient en contact avec des forces étrangères. Il a pu nouer des relations très sérieuses, très profondes, avec des réseaux, des lobbies en France, avec l'État français, et c'est à partir de là où il s'est appuyé sur deux choses. L'image de son frère, à l'ombre duquel il évoluait de façon invisible, et l'appui d'une certaine France qui, en échange de contrats faramineux, mais aussi de corruption de politiciens français, lui a apporté tout son soutien et a fait savoir aux généraux qu'il serait malvenu de s'en prendre à Saïd Bouteflika. Donc le vrai pouvoir aujourd'hui, contrairement à ce que pensent certains, c'est mon avis, il est discutable certainement. À mon avis, aujourd'hui, le pouvoir se constitue d'un trio: Gaïd Saleh, Saïd Bouteflika et Toufik. Moi je crois que Toufik joue un peu sur les deux tableaux, mais qu'il est surtout avec Saïd Bouteflika. Parce que son clan, son clan, le DRS, n'a pas pu être démantelé sans sa collaboration directe et active. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, le DRS a été pratiquement démantelé, déchiqueté. Ses directions ont été dispersées entre plusieurs hiérarchies et ils lui ont coupé, ils lui ont rogné les ailes. Donc voilà, alors j'ai pu tenir le crachoir un petit peu. On me fait savoir que nous avons enfin un invité qui vient à mon secours. Sofiane Chouiter, vous êtes avec nous? Oui, bonjour.